Oui. Bien, bienvenue à cette masterclass consacrée à Benoît Jacques, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui depuis cette belle salle du Kinographe à Bruxelles. Cette masterclass est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du service des lettres et du livre et de son programme des auteurs en classe. C'est aussi une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la langue française en fait, cette belle opération qui vise à inviter chacun à se réapproprier la langue, à jouer avec les mots et phrases. Et c'est ce que fait avec beaucoup de talent depuis bien de nombreuses années notre invité, Benoît Jacques, qui n'hésite pas dans ses livres à jouer avec les mots, à découper des syllabes, à reconstruire un vocabulaire, à prendre des libertés avec les règles de l'orthographe et voire à créer de nouvelles règles. Benoît Jacques, c'est aussi un illustrateur de talent qui maîtrise une diversité de techniques. Le dessin, l'aquarelle, la gouache, la gravure, autant de créations que l'on retrouve dans ses nombreux livres. C'est aussi une personnalité de caractère. Benoît Jacques, voici 30 ans, s'est dit que finalement, pour permettre à ses livres, à ses créations de vivre et d'être diffusées, il n'était pas de meilleur ambassadeur que lui-même. Il s'est donc attelé lui-même à produire ses livres, à en contrôler la fabrication, à en contrôler aussi la diffusion, ce qui l'a amené à nouer de nombreux contacts avec le monde des libraires, des bibliothécaires, ainsi qu'avec ses lecteurs. C'est donc une personnalité extrêmement riche qui a pu développer un univers durant ces 30 dernières années. Et après 30 ans, Benoît a décidé de faire le point. Et quelle meilleure façon de le faire que de s'insérer dans une performance spectacle qu'il va avoir le plaisir de nous présenter dans quelques instants. Je le remercie de sa présence. Je lui souhaite déjà une bonne prestation, à la suite de laquelle nous aurons l'occasion d'avoir un moment d'échange. Merci à tous et à tout à l'heure. J'enlève mon masque. C'est pas rien enlever son masque. Même à n'importe quel moment, j'ai envie de dire, souvent on fonctionne masqué, j'ai l'impression. Et l'idée de ce moment que j'ai envie de partager avec vous, c'est peut-être justement de tenter de me démasquer, de me montrer à vous dans, non pas mon assurance de créateur, mais plutôt mes doutes, mes inquiétudes, mes difficultés à porter qui je suis. Donc j'ai enlevé un masque, mais je mets un chapeau. Ça c'est pour un petit peu me rassurer, c'est un chapeau qui appartenait à mon grand-père. Je suis un peu fétichiste sur les bords, et puis je trouve que ça, un chapeau, ça pose son homme. On a éventuellement la possibilité de travailler un peu du chapeau, ce qui est souvent mon cas. Masterclass, alors ce mot, pour moi, il est un peu terrifiant. Je ne sais pas vous, mais moi, j'associe ce mot de masterclass, déjà, une espèce de vocable plus ou moins anglo-saxon, qui pourrait se traduire par classe de maître, donc avec cette idée presque dérangeante pour moi de la maîtrise. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui a le sentiment de maîtriser grand-chose. Mais donc, masterclass, moi, ça évoque pour moi l'idée de, par exemple, de grands musiciens internationaux qui vont à un moment donné rassembler autour d'eux quelques jeunes futurs grands musiciens internationaux qui mettent leur virtuosité ou leur talent, ce qu'ils font, à savoir de la musique, et qui vont peut-être recevoir de la part de ce maître éventuellement un peu plus âgé qu'eux, qui vont recevoir une série de derniers conseils
peut-être de bottes secrètes, que sais-je, enfin des éléments tout à fait particuliers, et on comprend bien ce que le mot masterclass veut dire dans ce genre de situation-là, quoi. Moi, beaucoup plus modestement, je ne me sens pas dépositaire d'une maîtrise quelconque, je n'ai pas forcément de bottes secrètes à transmettre. Par contre, je trouvais intéressant, au moment qui est le mien, à savoir un moment où j'ai déjà un parcours, de m'interroger sur ce parcours, d'essayer de comprendre de quoi ce parcours est fait, finalement peut-être simplement de me rapprocher d'une idée très ancienne qu'on connaît tous, une idée philosophique assez extraordinaire qui est dans sa terminologie à la fois simple et en même temps très mystérieuse, qui est ce fameux « connais-toi toi-même ». Se connaître soi-même, finalement, c'est peut-être un sujet de masterclass qui en vaut la peine. Et c'est un petit peu autour de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, d'échanger avec vous, parce que donc l'idée, c'est que je vais pendant, grosso modo, une quarantaine de minutes, vous parler, et évidemment, vous parler de moi. Je suis bien obligé de parler de cette personne que je commence vaguement à connaître. L'idée, c'est qu'à la fin de ces 40 minutes, nous aurons, je l'espère, un échange entre nous. Et quand je dis entre nous, ce n'est pas seulement les gens qui ont fait l'amitié de venir dans cette grande salle, mais aussi tous les gens qui suivent cette performance qui est donc retransmise en direct. J'ai, pour me rassurer un petit peu, fait venir près de moi quelques personnes que j'appelle spécialistes, en ce sens que ce sont des gens qui, je crois, connaissent bien mon parcours et qui auront peut-être à cœur de lancer une série de questions en fin de performance. Alors, je veux quand même les citer rapidement. Il y a d'abord Brigitte van den Bosch, qui est tout près de moi, au 4e rang, 3e rang, qui s'occupe des ateliers du texte et de l'image à Liège. On se connaît déjà depuis quelques années. Il y a Luc Bathieu qui s'occupe, entre autres, de la revue de littérature jeunesse qui s'appelle Libili, mais qui aussi est le programmateur pour le Salon du Livre de Bruxelles du pôle littérature de jeunesse. Il y a un vieil ami à moi, confrère illustrateur, qui est Daniel Pudlès. Daniel qui est par là-bas, je crois. Enfin, je ne sais pas, je ne le vois pas pour le moment. Ah, tout près de moi aussi. Alors, Daniel et moi, on a une vieille histoire ensemble, c'est qu'on se court un petit peu après. On s'est rencontrés à une époque où moi, je vivais à Londres. Daniel était parisien. Suite à quoi, Daniel s'est installé à Londres quand moi, je me suis installé en France. Et puis, suite à quoi, Daniel a finalement décidé de s'installer à Bruxelles. Donc, moi qui suis belge d'origine, et bruxellois en particulier, avec Daniel, on a un peu le sentiment de se courir l'un derrière l'autre, comme ça fait partie de notre complicité. Et puis enfin, il y a Bruno Merckx de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, j'en profite pour vous dire tout de suite une chose qui me tient à cœur, c'est que si on dit souvent « nul n'est prophète en son pays », moi j'ai peut-être le sentiment d'être l'exception qui confirme la règle, à savoir que j'ai été beaucoup soutenu par mon pays, sous toutes sortes de formes. Et donc, je suis très redevable et reconnaissant de ces encouragements multiples que j'ai reçus tout au long de ces années de travaux. J'en profite aussi pour vous dire, et j'en finirai là avec les histoires de remerciements, mais que si je suis là aujourd'hui et si nous pouvons être ici ensemble dans cet endroit assez extraordinaire qu'est le Kinographe, c'est vraiment dû à une personne de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, je sais, est très timide et qui doit se cacher quelque part derrière une rangée de fauteuils, mais qui est Cécile Jacquet. Ce sont vraiment les efforts répétés de Cécile qui ont permis que ce moment de performance puisse se tenir en vrai, ici, au Kinographe. Initialement, il y avait toute une semaine d'interventions prévues en Belgique qui ont évidemment été secouées, comme le sont toutes nos opérations aux uns et aux autres en ce moment, du fait de ce moment tellement étrange que nous vivons. Alors, je vais commencer par essayer de retrouver le fil
du démarrage de l'aventure qui aura été la mienne durant effectivement maintenant 32 années, qui a consisté à m'auto-éditer. Je n'aime pas du tout ce mot d'auto-édition, mais c'est un petit peu celui qui convient le mieux pour ce que je fais, à savoir que je ne suis pas passé, pour tout un tas de raisons, par les chemins traditionnels d'approcher des maisons d'édition avec mes travaux et de les faire publier par des éditeurs, en grande partie parce que les premiers travaux que j'avais à proposer ne rencontraient pas l'assentiment des maisons d'édition londoniennes, puisque ça se passait là-bas, que je visitais. Comme ma formation initiale est liée au graphisme et que je connaissais bien, du fait de mon parcours, toute la chaîne graphique, tous les éléments qu'il fallait fournir pour réaliser un multiple, pour réaliser une édition, j'ai pris sur moi de faire la tentative, avec un premier livre, de l'auto-éditer, d'en publier une certaine quantité, et puis de le vendre. Dans les choses dont j'espère vous parler, bon, il est possible que je perde à certains moments le fil parce que s'exprimer publiquement n'est pas une chose facile, et en plus je travaille sans filet, c'est-à-dire que je ne connais pas mon texte, je n'ai pas préparé un texte, et en ce sens, ce que nous faisons ensemble ici n'a rien à voir avec un spectacle, justement. C'est pour ça que, dans mon esprit, c'est une performance, c'est je vous parle avec ce qui me vient en tête pendant que je vous parle. Ça, c'est peut-être un élément intéressant à retenir dans l'idée d'une masterclass. C'est, je crois, très très fort dans l'importance d'être présent dans le moment. C'est un exercice qui n'est pas simple, mais c'est vraiment l'exercice auquel je veux me livrer avec vous aujourd'hui, c'est de m'assurer que je suis bien là. Enlever son masque, c'est la première des choses à faire si on veut être bien là. La deuxième chose à faire, c'est justement de ne pas trop préparer. Cela dit, j'ai évidemment en tête une série de concepts simples dont j'aimerais faire l'évocation pendant cette performance, à savoir des concepts du style vous parlez de la fatigue, du besoin de boire un coup quand on parle beaucoup, donc je vais aller me chercher un petit coup d'eau. Vous voyez, ça c'est être présent, c'est avoir pensé qu'il y avait une bouteille pas trop loin. Je m'excuse tout de suite de boire en votre présence comme ça, mais j'ai vraiment soif. Je vous parlais donc de concept de fatigue. La fatigue, pourquoi j'ai envie de parler de la fatigue? On verra ça dans 2 minutes. Mais j'ai aussi envie de vous parler d'enthousiasme, l'importance de l'enthousiasme. J'ai envie de vous parler de passion, de l'importance de la passion. J'ai sûrement envie de vous parler aussi de persévérance et de pugnacité, parce que ce sont des éléments qui entrent tous dans les processus de création, et aussi bien la fatigue, le désir, évidemment, le désir, l'importance du désir, l'envie de faire des choses, comment toutes ces choses s'organisent les unes avec les autres. Tel va être le propos de cette performance. Alors vous avez remarqué, derrière moi, il y a cette espèce d'objet bizarre qui pourrait ressembler à un animal caché par 2 bouts de tissu. En fait, il s'agit là d'un objet que j'ai imaginé justement pour faire le point avec moi-même, pour travailler sur cette idée de « connais-toi toi-même ». Sans plus attendre, on va découvrir de quoi il s'agit. Je suis très fier de vous présenter mon monocycle. Alors, c'est un vrai faux monocycle. Je ne suis pas circassien, je n'ai pas appris à faire du vrai monocycle. Pourquoi le monocycle? Eh bien, c'est tout simple. Quand j'ai démarré cette aventure de livres auto-édités, la formation graphique qui était la mienne m'a tout de suite susurré à l'oreille de me faire un logotype. Le logotype qui est le mien, c'est un petit bonhomme, c'est un dessin d'un petit bonhomme sur un monocycle. Alors pourquoi un petit bonhomme sur un monocycle? Ça fait vraiment partie immédiatement des premières choses dont j'ai pris conscience assez rapidement. C'est mon besoin de travailler seul. J'ai réalisé très jeune et très vite
entre autres par l'intermédiaire d'une expérience dans un grand studio de design graphique londonien, que j'étais pas bon à travailler en groupe, que j'étais trop facilement distrait par le groupe. Alors ça ne fait pas de moi quelqu'un de misanthrope, je pense que c'est plutôt une question d'être extraordinairement sociable et social, et du coup d'être en permanence soit distrait, soit avec le désir de distraire les autres, et que donc ça me posait un problème simplement de fonctionnement personnel. Et donc un petit bonhomme sur un monocycle, c'est un petit bonhomme évidemment un peu comme un navigateur solitaire qui travaille seul. Ça, je l'assume désormais complètement, j'ai intérêt, hein, après 30 ans, c'est vrai que c'est important de bien comprendre pourquoi on aime travailler seul. Et alors pourquoi un monocycle? Eh bien, pour une raison toute simple que vous avez sûrement déjà imaginée avant même que je vous l'explique, c'est l'idée de l'équilibre. L'équilibre nous concerne, alors là, tous autant que nous sommes, je pense. Rester en équilibre, trouver l'équilibre, c'est un travail, on pourrait dire, de chaque seconde de nos vies. Par définition, on sait bien que l'équilibre est instable, que les événements de la vie auxquels nous sommes confrontés vont chahuter cet équilibre en permanence, et que donc, du coup, rester en équilibre est en soi un but intéressant à pourchasser, et l'image même du monocycle vraiment évoque, je trouve, de façon très claire cette notion de recherche permanente de l'équilibre. On pourrait dire qu'un vélo, c'est pareil. Un vélo, vous vous souvenez tous de nos premiers exercices de petits-enfants à apprendre à rouler à vélo. C'est bien toute la question, c'est de trouver cet équilibre. Et d'ailleurs, quand les petits-enfants trouvent cet équilibre, c'est j'ai envie de dire, c'est un moment d'épiphanie, quoi, hein. C'est une découverte magnifique. Bon, alors, oui, ça aurait pu être un vélo, sauf que comme je suis un navigateur solitaire, qui dit solitaire dit une roue, et on se débrouille avec cette roue. On va, en quelques mots, essayer de comprendre comment est constitué cet objet, parce que ces éléments vont m'aider, à mon avis, à vous en dire plus, un petit peu plus sur moi-même. On a la roue. Bon, la roue, symbole absolument extraordinaire de tout un tas d'idées, du mouvement, évidemment, l'importance du mouvement. Nos vies, c'est ça. Vivre, c'est être en mouvement. Il y a obligation d'être en mouvement. Les choses ne se passent pas si on reste immobile. Donc, la roue évoque ça. Elle évoque évidemment le temps qui passe, les difficultés que le passage du temps peuvent nous amener, les difficultés à rester en forme, par exemple, l'usure de nos propres corps, etc., la façon dont le temps nous affecte, évidemment, tous les uns comme les autres. Il y a la chaîne. Alors la chaîne, j'aime beaucoup ça aussi, parce que la chaîne, c'est tout un tas de concepts magnifiques, l'idée des enchaînements, l'enchaînement de nos pensées. Alors je pense à ce sujet, et j'espère que vous avez tous éteint vos téléphones portables, que nous vivons dans un monde où les enchaînements de la pensée sont rendus extrêmement difficiles par l'interruption. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'existait pas quand j'étais plus jeune. Ça me propulse d'un seul coup dans un âge que je n'imaginais pas auparavant. Mais c'est vrai que depuis l'avènement de l'informatique, des ordinateurs, des téléphones portables, etc., nous sommes interrompus, mais à tout bout de champ. Et je me dis souvent que, en tout cas, là je parle pour moi, hein, mais quand on a une idée et qu'on essaye de développer une idée, et toutes les difficultés que développer une idée représente, l'interruption, c'est une catastrophe. Je me demande toujours comment Einstein aurait trouvé la théorie de la relativité s'il avait eu un téléphone portable qui, toutes les 5 minutes, faisait un bip, un boop, un petit bruit, ou simplement s'était mis à sonner pour que quelqu'un lui parle. T'es où ? Donc, si vous voulez,
la chaîne, c'est déjà cette idée de l'enchaînement de la pensée. Vous voyez, j'étais en train de perdre le fil là, mais c'est exactement ça. Pour moi, c'est très très important de se donner des plages de travail, de se donner des espaces de temps où on n'est pas dans l'interruption, où on sait qu'on va pouvoir aller à la suite d'une idée qui a commencé à germer et la faire évoluer. Et pour ça, il faut de la concentration, il faut du temps, il faut une absence d'interruption. Après, alors ça j'en suis très fier, on peut se demander pourquoi je l'ai mise, parce que je ne sais pas si ça se voit d'où vous vous trouvez, mais la roue ne touche pas le sol. Comme je disais, c'est un monocycle symbolique. Mais il y a une pompe. Alors la pompe, je suis très très fier de l'avoir installée là-dessus. Elle ne sert pas directement, mais c'est de nouveau, j'ai envie de dire, une pompe symbolique. On peut parler de nos coups de pompe. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la problématique de la fatigue. Moi, je pense que l'ennemi vient toujours d'abord de l'intérieur, si vous voulez. Et la fatigue est un ennemi redoutable auquel on prête, d'après moi, pas suffisamment attention, en ce sens que bien souvent, je me suis vu à la recherche d'une idée ou à la poursuite d'une idée en dépassant un certain état de fatigue. Et on sait tous qu'une certaine forme de fatigue, à un moment donné, elle brouille complètement tous les messages qu'on peut se formuler à soi-même. Notre façon de penser est vrillée, tordue par un état de fatigue. Alors, ça peut sembler idiot, mais ce que j'essaye de me dire à moi-même, dans ce « connais-toi toi-même », tu es fatigué, repose-toi, fais une sieste. La sieste, moment de sommeil absolument délicieux, je trouve. Ça n'a pas besoin d'être long, mais simplement, oui, se donner cette espèce de gentillesse à nous-mêmes pour se mettre un petit peu en retrait de nos obsessions, de nos désirs, etc., et de nous reposer quand nous nous sentons fatigués, parce que quand on est fatigué, on ne fait plus rien de bon en réalité. On a tous fait l'expérience de ça, et cependant, on a beau en faire l'expérience, on a tous cette espèce de drôle de besoin de passer outre ou de chercher à passer outre. Donc la pompe, c'est ça, c'est le coup de pompe, on y a droit et puis simplement il faut avoir cette sagesse de s'arrêter. Puis après, sur ce monocycle, vous avez peut-être observé 3 boîtes. Il y en a une première ici, ça doit se voir même des derniers rangs, sur laquelle il y a le chiffre numéro 1. Cette boîte, c'est, on va dire, l'élément symbolique du bureau ou de l'atelier ou du côté administratif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'ensemble des opérations qu'on a tous à faire autour de l'idée de travail. Alors, voilà encore un mot qui me pose tout un tas de problèmes. Je n'ai jamais eu le sentiment de travailler, pour être tout à fait honnête. J'ai plutôt le sentiment d'avoir toujours versé de l'énergie dans ce qui est ma passion. Et c'est vrai que cette passion, je vais y revenir dans 2 minutes, c'est fort cristallisé autour du livre. Mais pas que, mais beaucoup. Le bureau, l'atelier, c'est l'endroit de la création. On verra quand j'irai, parce que ne vous inquiétez pas, je finirai par aller sur ce monocycle avant la fin de cette masterclass. Mais c'est l'endroit donc qui représente cet ensemble-là. L'autre boîte ici à l'arrière avec son gros chiffre 2, ça serait plutôt tout ce qui se passe après que Benoît Jacques a travaillé. Après que Benoît Jacques a fait son boulot, il y a une série de travaux qui vont être faits. Bon, en l'occurrence, dans mon cas, avec les livres, ça va être tout ce qui concerne l'impression des livres. On pourrait dire que c'est ma petite imprimerie, cette espèce de boîte à l'arrière du monocycle. Très important d'avoir conscience que même quand on est quelqu'un qui a besoin de travailler seul, tôt ou tard, on revient à l'enchaînement, on est aussi enchaînés les uns avec les autres. J'ai évidemment besoin des autres et j'ai besoin de leur expertise pour faire exister mon travail. Je ne suis pas imprimeur, j'ai beau avoir une petite presse taille 12 chez moi, ce n'est pas avec ça que je fais la plupart des livres que je commercialise.
Donc cette petite boîte, c'est ça, c'est les autres. Et puis enfin, troisième petite boîte qui probablement ne se voit pas trop. Alors là, je vais faire un mouvement pas joli pour la caméra, mais c'est juste pour me mettre 2 secondes ici. Il y a une toute petite boîte avec un numéro 3. Alors ça, c'est la petite boîte qui vous dit que je ne suis quand même pas complètement dans une forme d'archaïsme au niveau de ma façon de fonctionner, que je suis quand même dans le monde d'aujourd'hui, à savoir que, comme tout le monde, j'ai un téléphone portable. Je ne suis pas on va dire, je ne suis pas une flèche au niveau technologique, mais j'ai bien conscience que c'est indispensable de quand même connaître suffisamment la technologie d'aujourd'hui, très différente de celle que je connaissais quand j'ai commencé ma vie professionnelle. On va dire j'ai commencé, les ordinateurs n'existaient pas, ça ne me rajeunit évidemment pas. Et donc cette petite boîte, c'est la petite boîte qui représente cette façon de rester quand même bien conscient que le monde évolue avec tout un tas de technologies qui sont indispensables au travail qui est le mien. C'est l'objet qui dit de moi que je suis quand même quelqu'un de connecté. Et là, en l'occurrence, c'est simplement parce que la boîte contient un petit sucre électrique avec 2-3 branchements électriques très simples. Donc, vous découvrez par cette boîte que je suis au moins, avec mon monocycle, connecté à l'électricité. C'est déjà quelque chose. Dernière chose avant de monter dessus, je le caresse un peu, hein, parce que vous avez vu, il y a quand même une espèce de mélange de machine et d'animal là-dedans. Hein. Vous voyez par exemple ce beau guidon qui appartenait au vélo que j'ai utilisé pour faire cette machine, il évoque un peu des cornes, comme d'ailleurs la fourche que j'ai récupérée par-dessus, c'est comme s'il avait 2 paires de cornes. Alors ça, par exemple, ça me plaît bien, c'est une petite allusion pour ceux et celles qui aiment l'estampe. Ben, les très belles vieilles presses lithographiques, on les appelle dans le jargon des bêtes à cornes. Voilà, bon, ben, ça c'est un peu ma bête à cornes à moi. Il a aussi ce petit appendice à l'arrière dont on verra tout à l'heure s'il accepte de fonctionner ou non, qui fait un peu penser à la queue de l'animal. Enfin, il y a aussi derrière cette petite chose mystérieuse là dont on verra si elle sert ou si elle ne sert pas. Juste pour l'anecdote, ce vélo, bon, ben, c'est un de ces vélos comme on en voit beaucoup dans nos cités. Hein, c'est un de ces vélos qui a mal tourné. C'est quoi un vélo qui a mal tourné? Mais vous avez tous vu ça. Et en fait, ça fait mal, hein, parce que je trouve que le vélo reste une invention absolument extraordinaire. Mais dans les villes, c'est vraiment un phénomène des villes. On voit souvent accroché à un vieux cadenas un bout de vélo qui reste comme ça. Et on sent bien que, voilà, que le vélo a mal tourné. C'est un peu triste pour lui. Souvent, on l'a dépecé, on lui a piqué sa roue avant, on lui a tordu sa roue arrière. Moi, ce vélo-là, en l'occurrence, juste pour l'histoire, je l'ai trouvé devant une grande poste à Nantes, dans la belle ville de Nantes, où je passe pas mal de mon temps. Et il était accroché à un système pour accrocher les vélos, mais visiblement, il y était depuis quelques années. Il n'avait plus sa roue avant. Mais moi, je le reluquais parce qu'il avait ce qui était très important pour moi, c'est son pédalier, sa roue arrière, visiblement pas trop voilée. Et donc, il a fallu que je m'en empare. Je reconnais face à vous mon forfait. J'ai piqué ce vélo. Je suis allé un soir. Alors, dans un premier temps, je m'étais un peu habillé comme un bandit, comme ça, avec une capuche. Et c'est ma compagne qui a dit, mais si tu n'as pas envie qu'on te repère en train de prendre ce truc, habille-toi normalement, sois plus détendu. Et donc, je suis allé avec une pince dans ma poche. Je suis arrivé près du truc. J'ai fait un petit peu comme si je bidouillais le cadenas. Et en fait, crac, j'ai coupé le vieux cadenas. J'ai emmené mon bout de vélo en me plaignant un peu qu'on ne pouvait plus faire confiance à personne puisqu'on m'avait piqué la roue avant. Et puis, je l'ai ramené. Et alors, après, j'ai fait... Et alors ça, c'est très important aussi. Voilà un mot, je suis très content qu'il arrive dans ma conversation. J'ai bricolé. Bricoler, c'est un mot que j'adore. Et bricoler, j'adore bricoler. Et je trouve que c'est une notion en réalité très très belle qui est peut-être aux antipodes de l'idée de maîtrise, justement. Puisque le bricoleur, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas tout à fait, qui aimerait bien maîtriser.
Mais le bricoleur, c'est l'homme de la vision, c'est-à-dire c'est l'homme qui, dans son désir de faire, ose s'aventurer vers un travail de plomberie, par exemple, alors qu'il n'est pas plombier. Et donc ça, cette notion, je la trouve magnifique. J'ai envie de dire que je la prends plus à mon compte que les affaires de choses que je sais que je fais bien parce que je les fais depuis tellement longtemps que je les contrôle correctement. Le bricolage, il y a toute cette espèce d'idée du possible derrière cette notion de bricolage et je trouve ça très très beau. Et ça m'amène à vous parler de mon rapport au livre, juste avant que je ne monte sur mon monocycle. Le livre, pour moi, c'est d'abord et avant tout, et aussi loin que je m'en souvienne, mais vraiment ça, je vous parle de souvenirs d'enfance, c'est d'abord et avant tout cet objet qui est un contenant, avant d'en examiner le contenu, c'est-à-dire que c'est cet ensemble de feuilles de papier reliées qui a un certain format, qui a une certaine souplesse ou absence de souplesse, suivant que c'est cartonné ou non. Et j'ai envie de vous dire, le livre, pour moi, c'est d'abord le carnet. Je suis sûr, comme je m'adresse à beaucoup d'étudiants et de gens qui sont dans des cursus artistiques, que je n'ai pas à expliquer plus loin l'espèce d'excitation qu'il peut y avoir à rentrer dans un magasin, que ce soit d'articles de dessin ou une grande surface, et de se diriger vers le coin papeterie pour aller reluquer les différents carnets qui sont proposés. Parce que le carnet, c'est exactement comme cette notion de bricolage, c'est un objet sur lequel on va projeter de façon très forte et très belle tous nos désirs de création. En tout cas, en matière de livres, c'est ce qui se passe pour moi. J'ai même un grand goût pour me faire des carnets moi-même, à savoir des livres potentiellement en devenir, des livres qui ne sont pas encore vraiment des livres. Et c'est tellement vrai, parce que je suis sûr que vous connaissez aussi cette expérience qui est très très belle, c'est on se choisit un carnet parce qu'on aime bien son look, on aime bien le nombre de pages, son épaisseur, sa dimension, etc. Mais on est dans un espèce de tremblement avant d'oser intervenir dans cet objet qui est virginal, qui n'a encore aucune trace de rien, qui n'est pas encore entaché de nos erreurs. Mais justement, le carnet nous permet de rater. On peut rater tant qu'on veut dans un carnet. On a beau rater dans le carnet, bien vite, aussitôt qu'on y dépose quelque chose, que ce soit des notes, que ce soit des petits dessins, que ce soit des gribouillages, que ce soit n'importe quoi, le carnet prend une sorte de dimension de talisman. Je suis sûr que vous voyez exactement ce que je veux dire. On perdrait ce carnet quand on a commencé à y noter même 3 numéros de téléphone. Oh, c'est un drame. Le carnet est investi très rapidement de la force de tous nos désirs, de toutes nos idées, de toutes nos envies de création. Et ça, je trouve que c'est absolument merveilleux. Pour moi, c'est une espèce de fil conducteur qui permet vraiment d'abord d'élaborer sa pensée, comme je disais tout à l'heure, pour autant qu'on ne soit pas interrompu. Un carnet est un outil fabuleux pour développer nos pensées et nos idées. Et puis, cette espèce de livre avant le livre, il contient toutes les promesses de ce que le livre fini pourra devenir. Cette fois, trêve de longues paroles. Je vais monter dessus. Alors, vous avez vu toujours cette analogie avec les animaux. J'ai prévu un petit marchepied, comme si je montais sur un cheval. C'est un peu casse-gueule, mais j'ai décidé, comme je l'avais dit dès le départ, que je prenais ce risque avec vous aujourd'hui, et me voilà monté sur mon monocycle. J'ai tout prévu, un petit coup à boire. Alors, me voilà face au bureau. On va parler maintenant de façon plus claire de ce connais-toi toi-même, c'est-à-dire ce ou c'est Benoît Jacques, parce qu'en fait, c'est ça la réalité que j'ai eu
peut-être le déplaisir de constater, sans être schizophrène complètement, je sais qu'il y a beaucoup de Benoît Jacques à l'œuvre dans cette aventure d'auto-édition. Il y a le premier Benoît Jacques, celui que vous avez vu quel équilibre quand même, sans bouger la roue. Je peux faire tourner la roue, comme vous le voyez. Alors ça, c'est le génie du bricoleur, et je peux aussi arrêter la roue. Ce beau frein que vous voyez ici est relié, et je peux pédaler ou m'arrêter, donc ça, c'est déjà quelque chose. Il y a l'homme d'affaires. Alors ça, de nouveau, tout en étant peut-être dans un discours rigolo, c'est très important d'embarquer l'homme d'affaires ou la femme d'affaires. Dans les écoles d'art, on ne nous le dit pas beaucoup, ça. On fait penser que l'artiste est une espèce de personnage qui vit au-dessus des réalités matérielles, qui n'a pas besoin de payer de notes de gaz ou manger de spaghettis. Mais non, désolé, l'artiste, c'est quelqu'un qui, tôt ou tard, va devoir résoudre, comme tous les autres êtres humains, la problématique de sa survie. Et donc, il faut développer aussi, et il n'y a pas de problème avec ça, un sens des affaires. Je m'en suis rendu compte, moi, assez vite, avec cette aventure d'auto-édition. Elle n'aurait pas fait long feu si je n'avais pas été conscient de cet aspect très important. Donc, acceptons les uns et les autres, nous autres, les artistes, j'ai envie de dire, que nous sommes aussi des gens d'affaires et que ces deux concepts ne sont pas antinomiques. Au contraire, ils sont intimement liés l'un avec l'autre. C'est vraiment un de mes regrets, le peu de temps que j'ai passé dans les écoles d'art. Je n'ai pas fait des études très longues en milieu artistique scolaire, mais on ne nous parlait pas de ça. On nous encourageait beaucoup à être créatifs, etc., mais on ne nous parlait pas beaucoup d'économie, on ne nous parlait pas beaucoup de comptabilité. Or, toutes ces notions, dès qu'on est sur le marché du travail, elles interviennent directement et ça peut faire très mal. Bon, le type à son bureau, c'est l'homme d'affaires qui se réveille en premier, le Benoît Jacques qui, dès qu'il se lève, fait exactement comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, il monte vers son ordinateur, qu'il allume, et il espère grandement, là je vous parle du Benoît Jacques qui produit des livres, il espère grandement que parmi ses mails, il y aura l'une ou l'autre commande. S'il y a une commande, ce qui par les temps qui courent est de plus en plus rare, heureusement qu'il y a des masterclass pour sauver les hommes d'affaires, s'il y a une commande, immédiatement, il la traite, à savoir qu'il imprime la commande, il lui attribue un petit numéro, il prépare une facture, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il sonne Benoît Jacques, le préposé au paquet. Le préposé au paquet, bon, ils sont tous sur des monocycles, hein. Le préposé au paquet accourt vite fait, il réalise que la commande concerne, ah ben tiens, voilà un petit livre extraordinaire qui existe seulement à, je crois, 9 ou 10 exemplaires en gravure. Il prend le petit livre en question, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le confie à Benoît Jacques, l'emballeur des paquets. L'emballeur des paquets, vous allez voir, il sait comment s'y prendre. Il prend un grand morceau de craft, c'est pas du craft, c'est du papier fax, mais c'est symbolique, vous avez compris. Il prend un morceau de craft qu'il coupe. Alors, admirez le geste, la feuille est impeccablement coupée. Il emballe le livre, il en fait un beau petit paquet. Il glisse la facture dans le paquet, très important, ne pas oublier la facture dans le paquet, parce que si on oublie, on n'est pas payé. Déjà que ce n'est pas sûr qu'on sera payé. Il y a des libraires qui mettent des années à vous régler des factures de 3 francs 6 sous. Là, j'en profite pour un peu faire mon petit tirage de gueule, parce que c'est quand même pas si évident. Il fait son beau paquet. Il met un petit autocollant, alors là il en a prévu, très joli, là, des petits autocollants. Le paquet est moche, mais c'est symbolique, on s'en fiche. Il a fait son paquet, qu'est-ce qu'il fait? Il sonne Benoît Jacques, le préposé aux services postaux, il lui confie le paquet. Benoît Jacques monte sur son monocycle, il fonce vers la poste. Il faut qu'il fasse gaffe parce que la route est en pente vers la fin du village en monocycle, je vous assure, il vaut mieux freiner. Il poste le paquet et Inch'Allah, on espère que le libraire concerné, le libraire qui fait partie de l'enchaînement, l'ensemble des personnes auprès desquelles on est enchaîné, il espère grandement, le Benoît Jacques, que ce libraire aura l'élégance
de payer rapidement sa facture. Je vous le disais il y a 2 minutes, certains sont formidables, d'autres le sont moins. Ce sont les aléas du business. Mais ça, de toute façon, autant se le dire une fois pour toutes, ces aléas-là, quel que soit le système qu'on choisit pour gagner sa vie, ils existent pour tout le monde. Donc, pas de problème dans ce qui me concerne, j'essaye d'assumer tout ça. Donc, en gros, ça, c'est le Benoît Jacques, homme d'affaires, que j'ai résumé symboliquement en 2 minutes. On va passer au Benoît Jacques créateur. Alors là, c'est une autre paire de manches, évidemment, parce que le créateur, il est encombré par quoi? Par son ego. Alors, toute la question, et c'est pour ça qu'il y a des Benoît Jacques qui finissent par faire des performances, c'est pour essayer d'un petit peu juguler l'encombrement de cet ego, c'est simplement donc d'accepter que voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Vous connaissez tous les processus de création qui font qu'on passe d'une espèce d'enthousiasme absolument indestructible à la déprime la plus profonde. On croit dans son projet, on va devenir probablement millionnaire, et la seconde d'après, on n'y croit absolument plus, c'est un échec total, on est nul. Et donc, c'est vraiment cette espèce de discours intérieur de l'ego qui nous encombre tous les uns comme les autres. Seulement, la seule petite chose que je constate avec le temps, c'est que c'est un processus et que cette espèce de montée-descente, ce paysage montagneux, eh bien, on le connaît, on s'y habitue, on arrête de s'inquiéter et éventuellement, on trouve des petits trucs pour contourner les difficultés. Moi, dans mon cas, ce que je fais, c'est par rapport à mes projets, si je parle maintenant plus spécifiquement des projets de livres, j'essaye de distribuer les projets de façon à en avoir toujours plusieurs, on va dire, sur le feu, d'en avoir quelques-uns au réfrigérateur, d'accepter de ne pas me bloquer sur un seul et unique projet, parce que je sais, dans mon cas, ça me poserait tout un tas de problèmes, c'est que ces moments de découragement me feraient jeter, abandonner une fois pour toutes certaines choses qui peut-être dans un autre moment, un moment où la fatigue est moins là, un moment où simplement la lumière est différente, ben on voit le projet sous une lumière autre et justement on s'y recolle, quoi. Donc ces processus, ils sont connus. On pourrait dire par rapport aux problématiques de l'inquiétude, du doute qui inévitablement nous envahissent, qu'il pourrait y avoir l'expérience. Ah, l'expérience. J'avais très envie de vous parler de l'expérience parce que je ne sais pas si vous connaissez cette phrase d'un sage chinois qui dit que l'expérience, c'est la petite lumière qu'on a accrochée dans le dos et qui éclaire faiblement une partie du chemin parcouru. Silence dans la salle, personne ne connaît ce proverbe chinois, je dois être le seul, mais je vais tenter de vous montrer. Alors là, je vous assure, c'est vraiment pas garanti, mais je vais tenter de vous montrer symboliquement à quoi ressemble l'expérience. Voilà, ça c'est l'expérience. Ça éclaire pas beaucoup. On ne peut pas trop se fier là-dessus pour voir son chemin. Mais bon, je suis très content que ça ait marché parce que, voilà, l'expérience, on ne peut pas trop compter dessus. Par contre, autre phénomène intéressant qui nous arrive souvent dans l'enfance et de moins en moins au fur et à mesure qu'on grandit et qu'on vieillit, c'est la grâce. Ah, la grâce. Ben oui, il y a un moment, bizarrement, dans tout processus créatif, où après avoir galéré, après avoir pensé que tout se passait bien, après avoir renoncé, après avoir repris, recommencé, et ainsi de suite, subitement, bizarrement, mystérieusement, et on ne sait pas trop pourquoi, la grâce nous tombe dessus. Alors, symboliquement, la grâce, vous allez voir, c'est assez fugace, donc prêtez bien attention. D'abord, ça vient de haut et ça descend vers le bas. Et alors, vous voyez, c'est ça que moi j'appelle la grâce. Regardez bien, c'est très érotique. Vous me dites, hein? Voilà la grâce. La grâce me tombe dessus. Il
faut qu'elle sorte de mon petit pot ici. Ça peut durer un certain temps, mais jamais très longtemps. Et donc, la grâce, c'est rassurant quand même, parce que ça veut dire que tôt ou tard, quand on s'obstine, et il en faut de l'obstination, d'après moi, ben on y arrive, on accouche de ses bébés, et on peut en être fier, parce qu'on sait qu'on a parcouru un chemin drôlement compliqué pour y arriver, quoi. Et quand on en est là, eh bien, dernière opération, super ces lumières. Dernière opération, ben, c'est le moment où on part avec son projet terminé, on a fait une maquette magnifique, et on part vers ceux qui vont prendre en charge la dernière partie du travail, à savoir l'impression. Ici, normalement, si j'avais des gros moyens, il commencerait à y avoir de la fumée par en dessous de mon monocycle. J'aimerais bien ça, et puis disparaître un peu dans un nuage de fumée, parce que pour faire une bonne impression, d'abord, il faut pédaler. Il faut probablement mettre en route... Attendez, il faut que je le trouve. Il faut mettre en route un moteur. C'est parti. On rame un peu, on pédale dans la choucroute, mais le moteur est en route. Et puis, on ne va pas se priver d'un moteur auxiliaire. Là, c'est l'impression. Là, normalement, il y a de la fumée. Normalement, mon monocycle s'élève. Je disparais. Si je disparais, récupérer les boîtes noires, évidemment, pour savoir ce que je suis devenu. Et voilà. Fin de la performance. Benoît Jacques va essayer de ne pas se casser la figure en descendant. J'ai pris de l'eau. Et donc maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais que mes spécialistes éventuellement me posent l'une ou l'autre question qui leur serait venue en tête pendant le temps de cette performance. Les étudiants également, s'il y a des questions, j'ai sûrement oublié tout un tas de choses que j'espérais évoquer. Mais voilà, on peut imaginer là maintenant un moment d'échange entre nous. Luc Bathieu. J'espère que je n'ai pas postillonné trop loin, mais je suis vacciné. Ouais. Salut. Alors, on peut dire de toi que tu as plusieurs vies, car tu es à la fois éditeur, diffuseur, distributeur, créateur, sans oublier aussi que tu es sculpteur. Tu l'as dit toi-même, tu es bricoleur, tu aimes bien ce terme, tu es brodeur, tu es performateur. Alors, bon, tu indiques aussi que tu es unique, que tu n'as pas besoin des autres. Tu nous l'as une fois de plus prouvé, mais devant les créateurs de demain, quels sont les conseils que tu peux leur donner pour se lancer dans le livre en général, hein, pas que jeunesse, mais aussi pour les adultes. Et aussi une deuxième petite question, c'est pourquoi as-tu choisi le domaine du burlesque pour t'exprimer? Alors la première question, j'espère y avoir répondu en partie pendant la performance, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, les moyens de la technologie contemporaine, plus que jamais, même auparavant, permettent de façon très simple et directe de se prendre en main sans passer par des maisons d'édition. Je ne dis absolument pas qu'il ne faut pas le faire. Si j'ai commencé cette aventure, c'est précisément parce que je n'ai pas réussi à me trouver de maisons d'édition intéressés par les travaux que je proposais à l'époque. Mais
c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas, par exemple, des imprimantes très économiques permettant, avec un ordinateur, de produire à un très petit nombre d'exemplaires quelques ouvrages qu'on souhaiterait tenter de commercialiser. Ça n'existait pas. Il fallait soit faire les choses à la main, ce qui a été mon cas. Hein. Souvent, j'ai fait des toutes petites éditions comme ça, en utilisant les techniques aussi archaïques que la linogravure ou l'eau forte, etc. Mais sinon, il fallait passer, comme c'est le cas de la plupart de mes livres qui sont commercialisés, on va dire, il fallait passer par des imprimeurs. Et bon, ça représentait des coûts assez conséquents. Ça représente toujours pour moi des coûts très conséquents, mais enfin, mon aventure ayant évolué, ça ne pose plus les mêmes problèmes. Mais voilà, donc aujourd'hui, on peut dire que sont à disposition des moyens beaucoup plus souples et beaucoup plus économiques pour faire de l'édition, pour se lancer dans l'édition, sans renoncer à l'édition traditionnelle et aux éditeurs, mais pour faire exister simplement son travail. Je trouve que c'est une très jolie manière de faire exister son travail que de le multiplier, et les moyens techniques sont à disposition. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais aussi insister sur le fait que généralement dans les écoles d'art, on a à disposition un matériel fabuleux pour ça, qu'on ne retrouve pas forcément aussi facilement par la suite dès qu'on se lance dans sa vie professionnelle. La plupart des écoles d'art ont des ateliers de sérigraphie, ont parfois des ateliers de typographie, ont parfois même carrément des machines offset, mais elles ont toutes maintenant des imprimantes, des ordinateurs, etc. Et donc, apprendre par la diffusion de son travail à le commercialiser, je trouve que c'est une idée qui est très, très, très enrichissante. C'est se confronter vraiment de façon très pragmatique à la réalité économique de la vie. C'est vraiment très important de réaliser à quel point il y a une distance très grande entre nos idées, nos désirs de création et le fait d'avoir, par exemple, imprimé quelques petits exemplaires d'un livre et de se retrouver sur un petit salon du livre derrière une table avec ce qu'on a produit. Bien souvent, l'artiste, dans cette circonstance-là, se trouve un petit peu mis au rencard au profit d'une autre, une autre façon d'exister au monde, qui est le gars qui cherche, ou la fille qui cherche à simplement vendre ce qu'elle a imaginé. C'est des expériences qui me semblent indispensables. Il y a une petite école d'art absolument extraordinaire à Épinal, une école municipale, qui tous les ans, enfin jusqu'avant les problèmes de crise sanitaire, organisait pour ses étudiants un stand sur le gros salon du livre de jeunesse de Montreuil pour que ces étudiants, avant même d'être embarqués dans leur vie professionnelle, puissent faire l'expérience de vendre leurs œuvres. C'est très, très, très important, ça, pour moi. Et puis, Luc, ta deuxième question, c'est pourquoi avoir choisi le burlesque, tu demandais. Alors là, c'est vraiment, probablement, de nouveau, on retourne dans cette espèce de mystérieuse phrase du début du « connais-toi toi-même ». Je constate, par exemple, dans mon fonctionnement psychologique, un besoin d'humour permanent. Alors, l'humour, c'est de nouveau une de ces notions qui revêt tout un tas de concepts qui sont parfois très éloignés les uns des autres. Je pense ne jamais tomber, par exemple, dans une forme d'humour, qui reposerait sur une forme de moquerie. C'est plutôt, ou s'il y aurait moquerie, ce serait une moquerie de moi-même en premier. Voilà, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Ça ne m'empêche pas d'avoir, évidemment, des moments de vie difficiles, d'éprouver du chagrin, de la tristesse, toutes ces autres émotions. Nous sommes tous des êtres de multiples émotions, on pourrait dire. Ça, rien que cet ensemble des émotions qui nous constituent montre à quel point nous sommes multiples intérieurement. Daniel, Brigitte?
Oh, je ne sais pas, je ne me rends pas bien compte, c'est peut-être mieux le micro. Oui. Ah oui, j'entends les techniciens qui nous disent que je n'ai pas remercié d'ailleurs. Grâce à eux, on a toute cette équipe technique fabuleuse qui permet toute cette retransmission. Vous êtes derrière vos écrans, mais je vous remercie. Brigitte, oui. Oui, alors Benoît, tu as parlé de passion, de bricolage, d'enchaînement, de doute aussi. Et alors, je me disais, après toute cette suite de mots, je me demandais si tu si tu collectionnais des choses, si tu faisais des collections, parce que tout ça, enchaîner, se passionner, douter, bricoler, ce sont des choses inhérentes aux collectionneurs de peu importe. Hein. Oui, oui. Le collectionneur, il collectionne des choses aussi pour se rassurer, Oui. pour s'ancrer dans le monde, pour maîtriser le monde ou une partie du monde, enfin, peu importe. Oui, alors... Voilà, alors je voulais savoir si tu collectionnais. C'est un sujet qui me passionne. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Loïc Gaume, au passage, il saura pourquoi. Voilà, c'est une drôle de question. Hein, mais... Non, ce n'est pas une drôle de question, c'est la réponse qui va être bizarre. Je collectionne rien. Ou alors, si j'ai des collections, c'est des collections cérébrales, j'ai envie de dire, des choses que je collectionnerais dans ma tête. Le plus proche de l'idée de collection, qui peut-être va dans le sens de ta question aussi, malgré tout, c'est que dans mes méthodes de travail, on pourrait dire, je fonctionne beaucoup par le système de la liste, c'est ça. de faire des listes. Oui. Alors, les listes, ça peut être des listes de mots, mais ça peut être aussi des listes de dessins, des listes d'images. Je considère que la liste me permet, moi, à mon esprit à moi, d'étirer, de faire germer les débuts d'idées. On a parfois cette espèce de drôle de petite chose qui surgit dans la tête, on ne sait pas trop d'où ça peut venir simplement de quelque chose qu'on a entrevu, ça peut venir d'un rêve, ça peut venir de tout un tas d'événements qui se passent dans nos vies, mais on sent qu'on a capté quelque chose qui pourrait être l'amorce d'une idée, et pour la faire évoluer, souvent, ce que je fais, c'est donc d'une part l'importance du carnet, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la liste peut aussi aider à développer. Un exemple de ça, bon, je ne peux pas vous montrer le livre, mais il y a quelques années, j'avais fait un petit livre qui tournait autour de la notion de permis de conduire, que j'avais appelé permis A, et c'était un abécédaire. Et l'idée de cet abécédaire, c'était de faire des phrases, c'était un peu à l'image des premiers SMS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les jeunes qui manipulaient très rapidement comme ça leur téléphone pour envoyer des textos, je pense que c'était avant qu'on ne puisse composer des mots aussi facilement. Ils fabriquaient des mots en faisant des espèces de contraction de lettres. ODS. Voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, ce livre-là commence avec un AB, la lettre A, la lettre B, et c'est un abbé, un religieux. Et donc, quand ce genre d'idée commence à germer, ben, la liste, elle aide beaucoup. Elle aide beaucoup à déposer, à structurer progressivement l'idée. Après, dans la liste, on va repicorer, on va scinder, on va sélectionner. Voilà, ça c'est mes collections à moi, c'est ce genre de collection-là. Mais sinon, je ne collectionne pas d'objets, je ne collectionne pas... Non, mais je ne parlais pas spécifiquement d'objets, justement, mais voilà, tu collectionnes des idées. Des idées. Et des mots. Et des mots. Et des livres. Et des images que je fais, enfin, oui. Listées. Daniel. Oui. Et si tout d'un coup... une étudiante ou un étudiant se sent le cœur d'intervenir ou de demander. Une petite question. Si Oui. vous aviez la possibilité de collectionner quelque chose avec du temps et des moyens illimités,
Mais en fait, la collection, moi, me fait peur un petit peu. L'accumulation et l'obsession que ça représente en arrière-plan me pose un problème. Je ne suis pas à l'aise avec l'idée de la collection dans ce sens-là. C'est-à-dire que, je ne connais pas trop de collectionneurs, mais l'impression que ça me donne, c'est que quand les gens sont très obsédés par posséder des objets, peu importe, il y a quelque chose qui me semble un peu mortifère, moi, dans l'idée de la collection. Pas tout à fait vivant, pas tout à fait... Puis ça, sûrement, pour les vrais collectionneurs, ça doit tellement occuper la tête que peut-être que dans la mienne, je n'ai pas envie de l'occuper. Je ne pense pas qu'on a une surface illimitée intérieure comme ça d'espace cérébral. Je me dis que oui, il faut peut-être se limiter. Enfin voilà, mais je vous dis, hein, n'étant pas collectionneur, je ne me sens pas l'envie de démarrer une collection quelle qu'elle soit, quoi. Hein. Des animaux empaillés, des timbres-poste, non. Gamin, c'est... Bon, alors pour vite finir là-dessus, gamin, je me souviens que gamin, en école primaire, on avait tous une collection de timbres et très vite, moi, ça me semblait infernal, ce truc. De toute façon, des timbres, il y en aura toujours, on ne peut jamais avoir tous les timbres, donc, vous voyez, donc... Benoît, je ne suis pas non plus un fil de questions comme ça, mais juste une analogie du vélo et de l'équilibre, c'est ce qui se passe dans le monde actuellement, quoi. Et je trouve que c'est tellement bien, parce qu'on est tous dans cet état d'équilibre, déséquilibre, d'essayer le mot à la mode, résilience. Oui, tu sais, oui. Et, oui, et donc on parlait aussi... Tu vois, par exemple, les problèmes de diffusion, la partie justement de l'homme d'affaires, où les choses ne sont jamais acquises, mais pour personne d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Non. Et qu'on ait finalement cet équilibre. Oui, il y a toujours, malgré tes 30 ans, tu vois, et bon, je vois pour moi aussi, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que les choses peuvent se déliter sans qu'on s'en aperçoive vraiment très clairement, mais c'est vrai que comment tu fais pour... quelles sont tes idées, justement, pour... Par rapport à le fait d'avoir fait cette performance, par exemple, je ne sais pas si j'étais clair dans mon explication de pourquoi je faisais ça, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs, moi, dans ce que je suis obligé d'appeler ma jeunesse, d'avoir assisté à des conférences, pas forcément, on n'appelait pas ça des masterclass, mais où une personne d'autorité venait délivrer son message. Et en fait, généralement, bon, en marge de l'éventuel équivalent d'un PowerPoint d'aujourd'hui un peu soporifique comme ça, du gars qui montre ce qu'il a fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait un très grand danger dans cette idée. Et d'ailleurs, c'est ce qui me posait problème par rapport à cette proposition d'animer cette masterclass, c'est d'apparaître comme quelqu'un qui vient et qui se pavane avec son savoir, avec son parcours, etc. Ça c'est ce que j'espère que je n'ai pas fait. Ah oui, bien sûr. Parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et ça aussi, c'est mortifère d'ailleurs. Tu vois, j'ai l'impression que c'est tellement important. S'il y a une clé qui me semble apparaître comme ça vaguement dans ma tête par rapport à l'idée du temps qui passe, c'est que une des difficultés de vieillir, c'est justement de ne pas vieillir mal, c'est-à-dire de ne pas se remplir uniquement de soi-même, de ses certitudes. Et je trouve que quand j'ai parlé des masques tout à l'heure, en enlevant le masque, vous avez tous déjà vu ça. Ça se voit, je suis désolé de le dire, mais très souvent chez les gens qui sont dans la politique, c'est à quel point ils ont un masque, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est la personne.
on ne sait pas quand elle s'adresse à tout un chacun, on ne sait pas où est la vraie personne. On a l'impression qu'ils sont toujours pleins de leur rôle d'être ceci ou cela. Et mon sentiment par rapport à toutes nos vies, c'est que, oui, jusqu'ici j'ai fait ceci, mais voilà, j'aimerais peut-être aussi faire cela. Je n'ai pas envie de commencer une collection, mais j'ai sûrement des envies de choses qui jusqu'ici n'ont pas pu se réaliser, qui se réaliseront peut-être jamais, mais qui font que la personne en devenir que je suis n'est pas sûre à ce point de ce qu'elle a fait pour commencer à dire « avouez, c'est génial, non, c'est formidable ». Alors ça, c'est une façon de simplement me mettre en danger, de simplement un peu trembler devant vous de façon très directe et si possible rigolote, mais voilà, c'est pas plus que ça non plus. Et Benoît, là où je trouve que c'est ton travail dur et perdure, c'est que tu es... quand je vois ton travail, j'ai toujours un sourire et c'est toujours... T'as une profonde honnêteté dans ton travail, tu vois. C'est pas l'homme d'affaires qui a pris le dessus sur le créateur. Et je trouve que tu as trouvé un équilibre et ça, c'est vraiment rare, quoi. Et tu arrives à... Oui, franchement, c'est... Et je vois, par exemple, dans le monde artistique, beaucoup d'artistes qui deviennent plutôt hommes d'affaires et, oui. et finalement, quand c'est découvert, la supercherie ou oui. que sont des imposteurs, finalement. Oui, et je pense en particulier à Damien Hirst, qui est devenu une espèce de multimilliardaire. Oui. Et pareil, il fait une expo absolument... les gens commencent à dire pas catastrophique, mais pas loin. Oui. Et vraiment, et bon, pour toi, ça risque pas de... Je trouve que c'est magnifique comment tu as réussi tu dis, tu allais finir ta phrase en disant ça risque pas de m'arriver. Ce risque, il est là en permanence. Moi, je vois assez fort les histoires de parcours comme des sortes de pièges aussi. Se présenter publiquement, en soi, c'est déjà une sorte de piège parce que tout d'un coup, l'ego, il est sur un piédestal. En l'occurrence, celui-ci, il est vachement haut. Et en plus, je grimpe encore plus haut sur mon truc. Donc, oui, c'est pas facile. Je sais que, par rapport à ce que vous avez vu ce matin, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas en faire un spectacle. Juste par rapport à ce que tu disais, Bruno, en introduisant très gentiment qui je suis, dans ma tête, c'est pas un spectacle et je souhaite pas que ça le devienne non plus parce que, d'une certaine manière, quand j'ai fait cette performance la première fois, il y a maintenant juste 2 ans au Salon du Livre de Montreuil pour célébrer cet anniversaire de 30 ans d'édition, je n'ai pas dit les mêmes choses qu'aujourd'hui, pas du tout. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est quand je vous ai dit que je ne connaissais pas mon texte, c'est aussi pour rester, comme je disais, bien présent, bien dans le moment, quoi. Est-ce qu'il y a un étudiant qui se sent l'envie? Non? Moi, j'ai une question. Oui? Attends, oui, peut-être qu'il y a un micro qui va venir. Ah non, il faut que tu viennes là. Je ne sais pas comment on est dans les timings là, on est bon? Pardon, hein, mais c'est mieux pour... oui. C'est juste la pince de homard qu'il y a devant le vélo, à quoi elle sert? Ah, ça ne sert à rien du tout, c'est simplement une sorte de figure de proue et c'est... Alors... C'est marrant que tu y vois une pince de homard. En fait, c'est un oiseau, mais un peu agressif, je le reconnais. Pour ceux qui connaissent mon travail, c'est une espèce d'évocation de Oiseau Kong, qui est un des livres que j'ai fait, qui a rencontré un succès raisonnable, on va dire. Oui. Une queue de homard, quand même. Hein. Oui, avec une queue de homard, je reconnais. Alors, il faut savoir que ça, c'est fait avec un outil un peu particulier. Il y a une époque dans mes affres rigolotes de découverte de divers instruments et façons de fonctionner, j'ai eu droit à travailler avec 2 ouvriers dans un atelier métal qui étaient des types incroyables. C'était Néné et Nanard, René et Bernard, mais on les appelait Néné et Nanard, qui m'ont appris à souder, etc. Et il y avait un outil que j'adorais utiliser, une sorte de gros aérographe qui permettait de percer dans du métal très facilement. C'est-à-dire qu'on
on suivait avec une espèce d'arc électrique sous pression. Et en fait, ça ne se voit pas de là où tu es, mais l'objet, il fait genre 5 mm d'épaisseur. Et c'était aussi souple que de dessiner avec un bout de crayon sur une feuille de papier, quoi. Et j'ai fait beaucoup d'objets en métal à une époque comme ça. Voilà. Mais c'est un oiseau homard. D'accord. C'est gentil. Dans homard, il y a ce mar, ça me va bien. Oui. Petite question. Donc en fait, une des difficultés, je pense, pour les auteurs qui débutent, c'est de faire connaître leur travail, de le diffuser, de faire en sorte qu'ils se retrouvent justement dans les librairies. Oui. Alors quand on passe par une maison d'édition, et que c'est une bonne maison d'édition, en principe, c'est aussi le travail de l'éditeur qui lui-même travaille avec un diffuseur, distributeur, et qui fait en sorte que les ouvrages se retrouvent dans les flux qui permettent aux libraires de commander, etc. Peut-être que ce serait intéressant pour les élèves qui nous écoutent, que vous expliquiez un peu comment vous faites alors pour faire en sorte de diffuser votre travail, d'être présent en librairie. Tout à fait, oui, bonne question, merci beaucoup. C'est effectivement, et ça s'apparente au marchand de tapis, hein. C'est-à-dire que, comme ça fait longtemps que je me suis, attelé à cette idée de me diffuser moi-même, de me distribuer moi-même, je l'ai fait, mais vraiment, c'est très proche des aventures de la Bibliothèque bleue au XVIIe siècle avec l'édition de colportage. Hein. J'ai commencé ma vie professionnelle en Angleterre, j'ai vécu longtemps là-bas. Les 3 premiers ouvrages que j'ai auto-édités, je les ai donc faits là-bas. Et à l'époque, déjà, on parle des années 80, l'Angleterre était un pays devenu, sous les coups de Margaret Thatcher, très libéral. Il y avait déjà presque plus de libraires indépendants. C'était déjà le principe des grandes chaînes, un peu comme les Fnac aujourd'hui. Et du coup, le premier ouvrage que j'ai réalisé, dont je me souviens, j'en avais fait 1500 exemplaires, je l'ai mis en vente dans 4 points de vente, donc rien du tout, à Londres. Et qui n'étaient en plus, pour 2 d'entre eux, pas vraiment des librairies, qui étaient plutôt des endroits où ils vendaient des objets, entre guillemets, artistiques. Et ce premier objet a très bien fonctionné. J'ai réussi à vendre au travers de ces 4 points de vente l'ensemble des 1500 exemplaires que j'avais faits. Pour l'anecdote, le livre existe toujours. J'ai dû le réimprimer une dizaine de fois. Et donc, au départ, cette aventure-là m'a montré déjà une chose très importante, c'est que là où les maisons d'édition auxquelles j'avais montré le projet m'avaient dit « on ne sait pas à qui ça s'adresse », ça m'a fait voir que ce livre s'adressait à qui il s'adresse. On n'a pas besoin de savoir à qui il s'adresse, à qui il s'adresse. Je vous en parle sous forme de boutade, mais ce n'est pas une boutade en soi, c'est la réalité. C'est-à-dire que le reproche que j'aurais à faire éventuellement au système de l'édition contemporaine, c'est que, comme dans toutes les manifestations du commerce, pour être efficace, le commerce cherche à cibler. Et cibler, ça veut dire qu'on fait des cases bien déterminées, et c'est ce qui fait, par exemple, qu'on parle de littérature de jeunesse versus littérature. Dans mon esprit, et je pense que, ça, si je peux me permettre, aux jeunes créateurs, je conseillerais de ne pas embarquer les concepts du commerce dans les façons d'élaborer la création. Parce que, aussitôt qu'on est rentré, par exemple, avec un pied dans l'idée de littérature de jeunesse et tous les stéréotypes que ça représente, l'étape d'après, c'est on va faire des tranches d'âge. Et on va dire, ça, ce sont des livres pour les 2-3 ans ou 3-4 ans, et ainsi de suite. Mais en réalité, si on se place du point de vue des gens qui consomment que nous sommes, on n'embarque pas ces notions quand on consomme. En fait, c'est notre inconscient qui nous porte vers des choses qu'on aime et qui nous éloigne des choses qu'on aime moins. Mais ce n'est pas du tout le fait de voir un livre qui, supposément, en regardant la 4e de couverture, on y apprend peut-être que c'est un livre pour les tout-petits, mais nous, en tant qu'adultes, on va être
possiblement tellement ému par ce livre qu'on va se l'acheter pour soi. Et donc, voilà, ça c'est une petite digression, mais sur l'idée que ça me semble une idée importante de ne pas trop vite embarquer tous ces concepts commerciaux qui ont leur raison d'être, on comprend pourquoi ils sont là, mais quand on est créateur, de se donner plutôt beaucoup d'espace pour imaginer des choses. Tôt ou tard, on nous met des étiquettes sur le dos. Moi, on m'a collé celle que je combats autant que possible en faisant le zouave sur mon monocycle, mais on m'a plutôt collé l'étiquette d'auteur jeunesse. Je me considère, mais alors pas du tout comme un auteur jeunesse. Je veux dire par là que, bien sûr, je sais bien que j'ai fait des livres qui s'adressent aux enfants, mais j'ai fait ces livres avec une conscience d'adulte qui s'adressait en même temps aux adultes potentiellement lecteurs de ces livres, et j'ai fait aussi des livres qui, pour le coup, ne s'adressent pas du tout aux enfants. Je veux citer, entre autres, un livre que je n'ai pas publié moi-même, mais qui a été publié par l'association. Pendant un moment particulier de ma vie, j'ai éprouvé des difficultés absolument énormes, et j'ai eu besoin d'un exutoire pour exprimer ces difficultés à exister. Et ce livre, enfin, ça, c'est devenu un livre qui s'appelle L, la lettre L, L comme le chiffre 50, parce qu'en l'occurrence, je me suis fait une belle crise de la cinquantaine, les crises de la vie. J'en parlais, hein, si vous vous souvenez, vous pourrez repasser le film. J'évoque ça, le fait que, oui, même en étant conscient de l'importance de l'équilibre, on se casse la figure. Hein, on se casse la figure. Je suis en train de ne plus du tout répondre à la question posée. Mais voilà, il ne faut pas me faire parler parce que c'est comme un fil qui se déroule. Mais est-ce que j'ai répondu à la question du coup? Oui, et alors juste pour finir sur les histoires de diffusion, distribution, j'ai fait ça, je vous dis, comme un colporteur. Au démarrage, en arrivant en France, avec un sac avec des exemplaires de mes livres sous le bras, j'ai été visiter des libraires, j'ai montré mon travail. Cette épreuve-là, on retourne vers la problématique de l'homme d'affaires, et c'est difficile. C'est difficile, en fait, c'est beaucoup plus difficile que d'imaginer le livre d'une certaine manière. C'est d'aller montrer ses bébés, et on n'a tous pas facile avec cette idée. Mais bon, voilà, je l'ai fait. Chemin faisant, j'ai constitué un réseau. Et puis, chemin faisant, ce réseau a vieilli. Et puis, chemin faisant, comme le disait très justement Daniel, on est remis en question de façon permanente. Moi, je vois maintenant qu'un de mes problèmes serait de réactiver mon réseau ou de le recréer parce qu'avec le temps, un bon nombre de ces libraires soit ont pris leur retraite, ont mis la clé sous la porte, ont disparu, sont morts. Ça arrive. Donc, du coup, vous voyez, je suis pas... Oui, c'est l'enchaînement, là, il est là, et donc il va falloir m'y remettre. Et donc, pour clôturer cette séance, moi, j'ai amené un certain nombre de livres quand même à montrer, parce qu'on a beaucoup parlé de livres, donc c'est bien de les montrer. Je ne dirais pas que c'est une collection, parce que j'ai compris que ce serait mal vu d'évoquer cette question-là. Non, on pourrait peut-être les commenter rapidement. Hein, peut-être. Il faut collectionner mes livres. Le camelot, mais je pense que c'était intéressant de les montrer. Je poserai une question finale. Oui. Voilà. Donc moi, j'ai amené ici la légende de Ping Fu, avec les trois... Pour faire une bonne pub, Bruno, il faut que tu te mettes vraiment face à la caméra. Voilà. Un mot là-dessus? Oui. J'ai le temps? Alors, parce que moi, c'est toujours plus qu'un seul mot. Rapide. C'est le dernier projet en cours, on va dire, qui a démarré en 2013. Bon, dans mon obsession, mon envie de faire, de réexplorer cet objet extraordinaire qu'est le livre, et c'est bien ce qui, moi, m'excite et me passionne, c'est que cet objet, on n'a pas fini de découvrir tout ce qu'il y a moyen d'y faire. J'ai eu envie de publier quelque chose sous forme de feuilleton, c'est-à-dire pas sous forme d'un seul ouvrage, mais sous la forme d'une série. Alors c'est un gros risque à plusieurs niveaux parce que c'est une série de 4 livres. Je suis occupé à terminer le 4e qui devrait sortir cette année. J'ai plus d'excuses pour qu'il ne sorte pas parce que je jouis en ce moment d'une résidence d'auteur
à la médiathèque de Fontainebleau, la ville près de laquelle j'habite, et qui donc finance le fait que j'accouche du dernier tome. Donc je n'ai pas intérêt à me planter. Et l'idée, c'était vraiment ça. Dans cet ensemble de livres que j'ai créé jusqu'ici, j'avais très envie de tenter une série et puis surtout de m'intéresser de façon plus profonde, plus concrète à l'écriture plutôt qu'au dessin. C'est-à-dire que le gros des livres que j'ai fait jusqu'ici sont des livres illustrés où la part du dessin parfois est prédominante, mais elle est toujours plus ou moins, au moins équivalente à la partie du texte, alors que dans cette série de livres donc, qui s'appelle « La légende de Pyung Fu », retenez bien, « La légende de Pyung Fu », j'essaye d'hypnotiser la caméra, www.benoitjacques.com. C'est de la subliminale, personne n'a entendu, mais je l'ai vite dit. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a plus de texte et que donc, qui dit plus de texte, dit plus grande difficulté à commercialiser. Hein. Ça, c'est clair. C'est assez étonnant, mais j'ai beaucoup d'amis et d'amis auteurs et auteurs qui me disent « Oui, mais quand on vend de l'image, c'est plus simple que quand on vend des mots. » C'est vrai. Alors, dans ma sélection personnelle, j'ai pris aussi les poèmes pour vivre. Oui. Et très important. Le oiseau Kong, dont... Essentiel. Voilà. Je pense que ça fait connaître quand même à un large public. Oui, oui. Et puis je voulais terminer par ce qui a quand même été une aventure en soi. Oui. Sur laquelle je t'inviterai peut-être à dire quelques mots de conclusion. Oui. C'est La Nuit du Visiteur. Oui. Où je pense que tu as été pris à ton propre jeu. C'est-à-dire comment fait-on quand on est un micro-éditeur, qu'on a son propre système de fabrication, de se retrouver avec un véritable succès de librairie. Oui. Et qu'il faut assumer dans la durée. Oui, problème énorme. Je le dis sans plaisanter, ce livre a failli me tuer. Et ça montre qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on souhaite parce que ça pourrait arriver. C'est-à-dire qu'évidemment, comme toute personne qui crée des choses, on a envie d'être reconnu et le besoin de reconnaissance, il est absolument légitime. Sauf que dans le cas de ce livre-là, la reconnaissance est arrivée de façon à la fois formidable mais très brutale, très instantanée, et qu'elle a complètement déséquilibré l'équilibre déjà plutôt précaire de mon aventure d'auto-édition. Je vais essayer de le résumer très très vite. Je sors ce livre en 2008, au moment où je sors le livre que je fais par an, je ne fais guère plus qu'un livre par an, au Salon du livre de jeunesse de Montreuil, qui est un gros salon hein, qui est fréquenté, on va dire, par l'ensemble du monde de l'édition francophone contemporain. Donc tout le monde est là. Il y a un prix qui est décerné tous les ans à ce salon. Je suis face à la production de l'année de l'ensemble des acteurs de l'édition francophone, c'est-à-dire, on parlait à l'époque de 29 nouveautés par jour en langue française dans le domaine du livre de jeunesse. Ça vous fait imaginer le nombre de livres en compétition au moment de la fin de l'année. Et je gagne le prix. Alors, moi qui, dans cet univers, je veux dire, je suis presque invisible, ou en tout cas tellement marginal, que le fait d'avoir ce prix, c'est une espèce de bombe. À l'époque, j'en avais fait 3000 exemplaires, ce qui pour moi est presque le maximum du tirage que je fais depuis quelques années. Et au jour d'aujourd'hui, c'est trop. Il faut que je réduise ça parce que c'est trop. Je n'arrive plus à vendre 3000 exemplaires d'un ouvrage. Je l'ai fait, ces 3000 exemplaires, en sachant que vraisemblablement, si le livre n'est pas un four complet, je vais en vendre 1000 dans l'année qui a suivi sa publication. Et les 2000 suivants sont là pour rabaisser le prix de revient à l'unité, parce que si on en fait trop peu, ça coûte trop cher. Et surtout, ça va constituer mon fonds pour les 5, 6, 10 ans à venir. Les 3000 exemplaires ont été vendus dans le mois qui a suivi le décernement de ce prix.
affolement général parce que les livres sont sortis, les commandes continuent de pleuvoir, j'en ai plus, donc il faut réimprimer tout de suite, sauf que j'ai plus d'argent. Parce que l'argent que j'ai mis pour l'impression, je ne l'ai pas encore récupéré, les libraires mettent un délai, je faisais des boutades tout à l'heure, mais ils ne vous payent pas tout de suite, c'est normal. Donc, il faut emprunter des sous pour en refaire combien, ben, on ne sait pas, le risque est de nouveau sur la table, si vous voulez. Et donc, chemin faisant, donc maintenant on est en 2021, donc ça fait 12 ans que ce livre est sorti, et j'en ai vendu 20 000. Et 20 000, je veux dire, il faut imaginer que je mets un marque-page à la main dans chaque livre. J'ai pris en main ces 20 000 exemplaires sur toutes ces années, mais 20 000 exemplaires dans le domaine du livre de jeunesse, ce n'est pas honorable, c'est excellent. Bon, il y a je ne parle pas des Harry Potter, hein, je parle des livres courants d'auteurs qui sont bien reconnus, bien assis, etc. Généralement, 4 000 à 5 000 exemplaires, les éditeurs sont très contents, quoi. Donc, c'est vous dire qu'à mon échelle, c'était une bombe. Et c'est vrai que ça a complètement désorganisé mon petit système à moi. J'ai passé 1 an à ne faire que des paquets, complètement désespéré par ça, parce que ce n'est pas ma vocation. J'ai pris conscience que j'étais incapable de déléguer parce que je parle trop, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a une interaction, j'ai envie d'autre chose que d'expliquer comment faire un paquet. Enfin bon, vous voyez. Et donc, voilà. Après, c'était comment survivre à ça, quoi. En sachant que c'est aussi une idée assez jolie, ça restera peut-être le grand moment de mon aventure en 2008 et qu'il est derrière moi, quoi. Voilà. Ce que je voudrais dire en conclusion, ce qui m'a frappé en reprenant tes livres en main, c'est qu'ils ne vieillissent pas, en fait. On a un travail au long cours. On est moins marqué par la nécessité d'aller voir, tiens, en quelle année ça a été fait. Ce sont des livres qui restent toujours actuels. Tu parles d'un livre de 2008, mais il aurait pu être fait il y a 3 mois. Je pense que ça aurait été comparable. Je pense que c'est voulu. Ça me rassure beaucoup. Je pense que c'est voulu, cette vision. Je parlais de l'honnêteté de Benoît tout à l'heure, c'est que voilà, le résultat il est là. Oui. Il n'y a pas de mode, pas de... On est dans ce balai masque, hein. Franchement, si j'avais un dernier petit conseil à donner, c'est vraiment d'être soi-même dans ce qu'on fait. Bien sûr, on est influencé, bien sûr, on passe par les influences dont on a besoin, mais vraiment aller chercher dans ce qui fait les spécificités de nos vies en tant qu'individus, la matière, pas vouloir faire comme, ou pas penser ça va marcher, ça va pas marcher, il n'y a pas de recette. Vouloir plaire absolument, et du coup tu tombes dans des catalogues, étiquettes, machin. Oui. Voilà. Bien. Merci Benoît Jacques pour cette performance, pour aussi avoir dédicacé des livres qui sont destinés aux lauréats du concours de la langue française en fête. Encore merci et on t'applaudit. Personnes. Merci à tout le monde. Comme disent souvent les coureurs cyclistes, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. J'ai donc une série de livres dédicacés que je vais remettre, mais je vais peut-être prendre ma boîte là vers le bas et puis je dirai vos noms bien haut, bien fort pour que vous veniez les chercher. Et je remets mon masque.